On peut passer au peloton, les gars. Et le peloton aujourd'hui. Je fais le maillot jaune avec vous et après, je reprends la route, les copains. Vas-y, parfait. Vas-y. Parfait. Eh ben, tu sais quoi? À toi l'honneur. Qui est ton maillot jaune, mon cher Robin? J'aurais bien aimé en prendre un autre, mais si je le fais, on va me tomber dessus. Donc, je vais dire Mathieu Van Der Poel. À contre-cœur? Non, pas à contre-cœur. Je suis content qu'il ait gagné parce que la course était belle, parce que il a été fort à certains moments, même très fort. Après, j'ai quand même un petit pincement au cœur de que ça se joue comme ça. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était Roubaix, que Roubaix peut se jouer sur une crevaison, que ça fait partie du jeu. Je suis d'accord avec ça, mais quand on est à 15 km de l'arrivée et qu'on voit très nettement qu'il y a deux mecs qui sont au-dessus, on a envie que les deux puissent s'expliquer à la pédale sans qu'il y ait un élément extérieur qui vienne s'en mêler. Donc voilà, j'aurais aimé avoir un sprint à deux avec Van Aert et Van Der Poel sur le vélodrome de Roubaix. Il y aurait eu un côté dramatique, il y aurait eu un côté qui aurait sublimé leur rivalité encore un petit peu plus, un peu à l'image de ce qu'on avait eu sur le Tour des Flandres en 2020. On n'y a pas eu droit. Je pense que c'est cruel aussi pour Wout van Aert et pour la Jumbo-Visma de manière générale, parce que la crevaison de la porte à Rambert arrive à un moment crucial. Celle de Van Aert arrive à un deuxième moment crucial. Donc, honnêtement, ils sont pas vernis. Alors, c'est pas l'équipe qui a le plus de fans dans le monde. Mathieu Van Der Poel est sans doute un peu plus populaire, en tout cas en France, que Wout van Aert. Donc, la plupart des gens ne vont pas pleurer sur le sort de Jumbo-Visma. Mais moi, j'ai été un peu triste qu'on soit privé quand même de ce duel sur le vélodrome. Après, Van Der Poel, c'est une campagne exceptionnelle qu'il nous fait là, vainqueur de San Remo, deuxième du Tour des Flandres et vainqueur de Roubaix. C'est son 4e monument, le 3e différent. Voilà, il rentre dans une autre catégorie. Il est sur le rythme de Tadej Pogačar. Clairement, c'est pas le rythme de Wout van Aert qui reste bloqué à un seul monument. Et voilà, Mathieu Van Der Poel, il a encore un peu plus assis sa position dans le peloton et il est en train d'écrire son histoire à lui. Voilà. Et peut-être qu'il sera aussi celui qui ira chercher les 5 monuments. J'ai vu que vous vous êtes posé la question la semaine dernière pour Tadej Pogačar. On va pouvoir se la poser peut-être un jour pour Mathieu Van Der Poel, même si le Tour de Lombardie, ça paraît compliqué. C'est peut-être pas plus dur que Paris-Roubaix pour Pogačar. Ouais, bah pareil que Robin, c'est impossible encore une fois aujourd'hui. Alors c'est impossible. Ce serait bizarre de mettre quelqu'un d'autre que Mathieu Van Der Poel. Tu peux mettre Philipsen peut-être. Tu peux mettre Philipsen, mais Philipsen ne gagne pas. Philipsen aura un beau il gagne le Grand Prix de l'Escaut. Il gagne le Grand Prix de l'Escaut, ouais. C'est Oui, vrai, c'est vu un comme peloton ça. spécial par Voilà, il fait 1 et 2. Il fait 1 et 2. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tu as raison, mais le problème de Philipsen par rapport à son coéquipier, c'est que son coéquipier est en train de marquer l'histoire du cyclisme, tout simplement, de par le palmarès qui est en train de se faire, notamment cette saison, et de par la manière. Parce que, évidemment, et je suis à 100% d'accord avec toi, Robin, le fait que Wout van Aert crève de la roue arrière à 15 km de l'arrivée nous prive d'un duel assez extraordinaire. Mais ça n'enlèvera pas le comportement de Mathieu Van Der Poel sur les 100 km qui ont précédé. Van Der Poel a été offensif, Van Der Poel a été de tous les instants bien placé. Van Der Poel a pu aussi compter sur une équipe alpécine proactive et qui l'a sûrement aidé aussi à aller chercher ce résultat. Mathieu Van Der Poel a réalisé un Paris-Roubaix magnifique. Évidemment, ce qui m'ennuie, c'est que sa victoire va être, mine de rien, un peu entachée de cette absence de duel qui aurait été un duel assez extraordinaire parce que les deux se seraient mis sur la gueule sur le vélodrome et on se serait tous régalés. Mais le problème, alors certes, il y a le problème de Van Aert qui passe encore une fois à côté de son objectif majeur, de l'un de ses objectifs majeurs. Mais tu as aussi le problème pour Van Der Poel qui a gagné son premier Paris-Roubaix, mais qui reste entaché de ce petit bémol. Et ça m'ennuie aussi pour Van Der Poel vu la course qu'il a fait. Moi, je pense qu'on oubliera. On y pense aujourd'hui, mais on oubliera dans 2-3 ans. Un peu comme Primož Roglič qui gagne Liège face à Alaphilippe. Voilà, que Alaphilippe, s'il n'avait pas fait n'importe quoi et levé les bras trop tôt, sans doute qu'il gagnait. Bon, bah, quand on y repense, oui, on va l'avoir en tête, cette image. Mais ce qui reste, c'est que Roglič a gagné Liège-Bastogne-Liège. Bah, pour Van Der Poel, c'est pareil. On se rappellera qu'il a gagné par Roubaix, surtout que Van Aert a eu un problème mécanique, mais à 15 bandes de l'arrivée, c'est pas comme si Van Aert a un problème à l'entrée sur le vélodrome. Donc moi, je pense vraiment que ça va pas entacher sa victoire plus que dans les débats qu'on va avoir aujourd'hui et pendant encore quelques jours. Mais
honnêtement, dans quelques semaines, on l'aura oublié. Et c'est plus Van Aert qui pourra peut-être se plaindre du fait que on aura oublié que ce Paris-Roubaix-là, il était en mesure de le gagner. On lui dira, ah, t'as fait troisième. Et ce sera à lui de rappeler à chaque fois, ouais, mais vous savez, en fait, c'est moi qui avais attaqué dans le carrefour de l'Arbre et j'ai crevé au moment où j'ai attaqué. Voilà, je pense que ça va plus jouer contre Van Aert que contre Van Der Poel, malheureusement, ce scénario. C'est lui qui attaque ou il suit une attaque? Il suit une attaque qui allait arriver. Quand ça? Au moment où il Dans le crève, il carrefour de attaque. l'Arbre. Pour moi, il Oui, attaque. Pour moi, il attaque. au moment où il crève, il a attaqué. Mais ceux qui font le mouvement à ce moment-là, celui qui fait le mouvement, c'est Mathieu Van Der Poel avant de s'encastrer dans son coéquipier et de Genkolb. En fait, ils le font à deux, quoi. Ils le font à deux, chacun d'un côté. Oui. Alors après, l'idée, c'est vraiment pas de rejeter la faute sur quelqu'un. Je suis pas en train de dire que Van Aert a attaqué alors que Van Der Poel était. Enfin, vraiment, là, l'idée, ça, pour moi, c'est un peu un non-débat. On est mardi et Paul a déjà oublié le scénario. Bah non, moi, le scénario, je le vois très bien. Tout simplement parce que j'ai regardé la course avant de préparer l'émission, en préparant l'émission. Et que Van Aert attaque certes, mais avant sa chute, Mathieu Van Der Poel se décale justement, veut passer par la droite de Philipsen pour attaquer. Et Van Aert est dans sa roue. Van Aert prend de l'autre côté, mais Van Aert suit le mouvement parce que Mathieu Van Der Poel est devant lui. Alors certes, après il met une attaque. Certains vont pas kiffer parce que Van Der Poel avait chuté, mais bon, c'est des faits de course. C'est pas le problème de Wout Van Aert à ce Van Der Poel n'a pas moment-là. chuté. C'est Degenkolb qui chute. Non, voilà, mais chute. oui, qui chute, tu m'as compris, de Genkolb qui chute quand il y a la friction avec Philipsen et Mathieu Van Der Poel, c'est ce que je voulais dire. Donc, qui a ralenti Van Der Poel au moment de cette accélération, justement. En même temps, vu où il passe, il se doute qu'il va être un peu ralenti, quoi. Bah, si tu essaies de passer entre deux mecs, tu sais que ça va pas passer fluide. Bah, c'est comme Après, la porte, elle était assez Steve ouverte. Chenel. Hein. Ouais, comme l'expliquait Steve Chenel là, dans le débrief qu'ils ont fait à la fin, là, et j'étais plutôt d'accord avec lui. Philipsen, il fait sa course. Il peut pas, à ce moment-là, ça va tellement vite, il y a tellement d'intensité. Tu peux pas te demander, tu peux pas mettre un coup d'œil dans ton angle mort pour savoir si tu as un coureur. Il se rabat, il est en tête de peloton, il se rabat. De Genkolb est un peu derrière. L'erreur, elle vient peut-être un peu de Mathieu Van Der Poel qui anticipe pas ça. Voilà. Moi, je suis d'accord. L'erreur vient de Van Der Poel. Donc, à partir de là, l'attaque de Van Aert, c'est pas de sa faute, quoi. Mais j'ai pas dit, justement, tu m'écoutes pas. J'ai pas dit que c'était de sa faute. Justement, je te dis que c'est justement un fait. Tu nous as quand même amené le débat, Polo. C'est vrai. Mais pour dire, j'ai amené le débat, certes, mais ce que je veux dire, c'est que pour justement ce fait de course, ça reste un fait de course. Pour moi, il n'y a personne d'extrêmement fautif. C'est malheureux pour Degenkolb qui avait des jambes extraordinaires. Mais voilà, au-delà de ça, après, on peut débattre qui a attaqué le premier. Est-ce que c'est un bon move? Est-ce que c'est un mauvais? Ça, pour moi, c'est des petites choses. Mais le fait est que pour finir sur ma prise de parole du début, c'était dire que Mathieu Van Der Poel a été extraordinaire de combativité et de panache, je trouve, sur ce Paris-Roubaix. Mais je suis d'accord. Mais ça n'enlève rien aussi à Wout Van Aert, qui, on ne l'oublie pas, est l'instigateur du premier mouvement. Il va y avoir une grosse bagarre entre Van Aert, Philipsen ou d'autres pour la bataille pour le dossard rouge. Mais moi, de mon côté aussi, je suis obligé de mettre Van Der Poel en maillot jaune. Je les ai recomptés quand même, les attaques de Van Der Poel. Alors, c'est pas lui qui est l'initiateur du premier grand événement de la course, qui est à 100 km de l'arrivée avec Van Aert et Laporte qui accélère à 100 km. Mais c'est Van Der Poel qui attaque à 51 km dans le secteur d'Oschle-Orchy. C'est lui qui attaque dans Mont-Saint-Pével. Il est repris, mais il en remet une dans le faux plat. Celle-là, pour moi, c'est la plus impressionnante. C'est vraiment celle où je me suis dit, mon Dieu, ce qu'il est fort, parce que c'est la troisième qu'il met. Et juste, il est encore lucide derrière Mont-Saint-Pével, qui est un des secteurs pavés les plus compliqués. Et Degenkolb et Kung, tu vois qu'il les met vraiment dans la difficulté. Et après, il y a son attaque dans le carrefour de l'Arbre, évidemment, qui est là aussi impressionnante. Et bon, derrière, Wood crève, mais là, il est présent dans la roue, il ne peut pas faire autrement. Et ouais, il attaque quand même 4 fois. Son équipe, comme le disait Paul tout à l'heure, elle est présente, elle est en forme. Dès le début de la course, les Alpecin, ils étaient Dillier, il était dans la Caden Grove. Dillier était dans l'échappée, Caden Groves a été présent au début de course. Si tu veux, que ce soit individuel ou collectif, ils font une course de porc, tout simplement. Et puis à la fin, il y va, tu vois. En fait, il y avait un côté,
y a un côté destination finale dans le Paris-Roubaix. Et ce Paris-Roubaix, il est hyper symbolique. Certes, moi aussi, je suis triste de ne pas avoir eu un final avec Van Aert et Van Der Poel. Ça aurait donné des images incroyables. Mais rien ne me dit vraiment que Jasper Philipsen, fort comme il était, n'aurait pas nécessairement pu suivre aussi. Je ne sais pas. Pourquoi il n'a pas suivi Van Der Poel alors? Parce Quand que Van Aert crève, ils sont à 2. Je suis pas sûr qu'il en mette une pour ramener Kung et Ghana aussi qui étaient dans la roue, tu vois. Non, parce qu'une fois que tu n'as pas suivi, oui, c'est trop tard. Une fois qu'il n'a pas suivi l'attaque, c'est trop tard. Mais au moment où ils attaquent, Van Der Poel et Van Aert partent à 2. Et ensuite, Van Aert crève. Van Aert a crevé, finit le secteur et se range. Si Philipsen, à ce moment-là, il pouvait y aller, à mon avis, il y serait allé parce que ça aurait fait du 2 contre 1, ça aurait été encore plus avantageux pour Alpecin. Non, honnêtement, Philipsen, il est très, 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 très fort. Mais il n'est pas au niveau de Van Aert. Van Aert est clairement le deuxième plus fort. Et puis Philipsen avait bossé le plus fort avec Van Der Poel. Non, mais c'est vrai. Philipsen avait bossé 20 km aussi avant le dernier secteur, enfin avant le carrefour de Nord. D'ailleurs, il crève. Bref, on va en reparler après dans le Dossard, c'est impressionnant. Mais ouais, du coup, Van Der Poel, moi, je trouve qu'il ne faut pas lui en enlever du fait du scénario. Je pense franchement que c'était quand même le plus fort. Non, je lui en enlève pas. En fait, c'est impossible de dire. C'est lui qui a gagné, mais c'est impossible de dire qu'il était plus fort que Van Aert. Oui, moi, c'est un peu ce que j'entends et je trouve que finalement, c'est peut-être ça aussi qui sauve Van Aert sur cette course. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Van Der Poel a attaqué, certes, Van Aert a toujours réagi, mais a toujours réagi avec un peu de retard ou parfois était mal placé, etc. Il y a une preuve. Mais c'était plus à Van Aert de faire la course, Polo. Non, mais par contre, il était tout seul, ils étaient 3, les mecs. Alpecin, ils étaient 3 à un moment. Je te dis pas de faire la course. Le jeu pour Van Aert, c'est de se cacher à la fin du groupe, d'attendre que Van Hooijdonk et Laporte reviennent possiblement. Et si on vient t'emmerder en te demandant pourquoi tu prends pas de relais, tu dis j'ai mes 2 coéquipiers derrière. C'est ce qu'il a fait pendant ce qu'il a fait. Par contre, tu quittes pas la roue de Mathieu Van Der Poel. Tu l'as quitté. C'est ce qu'il a fait. Non, il y a des fois où il a réagi avec pas mal de contretemps. Le secteur avant Mont-Saint-Pével, Joseph en parlait, je crois qu'il réagit avec du retard. Pareil après, je crois sur l'attaque sur le faux plat. Ouais, clairement dans Hochler-Archi. Et sur l'attaque dans le faux plat, ils partent à 2. Ah ouais. Dans le faux plat, ils partent à 2. Alors, il suit avec un temps de retard, mais il suit. Non, mais là où Paul a raison, c'est dans Hochler-Archi, il met du temps à revenir. Et c'est Ghana. Il est en réaction, c'est sûr. Il est en réaction. Mais après, je suis d'accord avec toi que Robin, je suis d'accord avec toi que c'est très difficile de savoir qui aurait pu être le meilleur entre les deux. Surtout que après, bon, tu as quand même un Van Aert qui se fait quand même battre relativement facilement par Philipsen dans Roubaix, mais bon, Philipsen est un monstre, c'est un mec qui gagne des sprints massifs et au champ, donc c'est peut-être pas la meilleure des infos, enfin c'est une défaite qui est logique. Oui, et puis Van Aert, il est peut-être un petit peu démobilisé aussi, il faut le prendre en compte. Ouais, non, moi je trouve quand même que Van Der Poel et le maillot jaune, il a gagné et tout, il n'y a pas de souci. Mais faut quand même se rappeler que s'il n'y a pas la galère pour Laporte, cette crevaison à la sortie d'Arambert, ils sortent, ils sont 5, il y a 2 jumbo et Van Der Poel, il est tout seul. Et la crevaison de Laporte et le moment de flottement que ça met, le fait que Van Aert ne roule pas et que tout ce petit groupe-là se regarde un peu à la sortie d'Arambert, ça permet à Philipsen de rentrer, à Vermeersch de rentrer, et c'est plus du tout la même course parce que tu as un 3. Tu as un 3 contre 1 devant en faveur d'Alpecin. Oui, tout à fait. Et tu as un 3 contre 1 devant en faveur d'Alpecin au lieu d'un 2 contre 1 en faveur de Jumbo. Donc ça change complètement la physionomie de la course. Et après, je trouve quand même que c'est plus facile pour Mathieu Van Der Poel de prendre des risques en sachant que Van Aert n'a plus d'équipier et que lui en a un, avec Philipsen qui en plus est fort, plutôt que dans la situation inverse. Ouais. Bien sûr, mais après, l'idée, c'est vraiment pas de reprocher à l'un ou à l'autre manière de courir, puisque comme tu dis, Robin, si on est dans ce scénario de course avec Van Aert plus Laporte et un Van Der Poel derrière, ça aurait été à Van Aert de faire la course comme Van Der Poel l'a fait, et connaissant le tempérament de Wout Van Aert, il l'aurait faite, et vu la forme qu'il tenait, il l'aurait faite. Donc voilà, ça a juste découlé d'un certain scénario de course. Mais là, en fait, je ne sais même pas trop pourquoi on est sur ce sujet-là, parce que finalement, parce que que moi, ce soit l'un ou l'autre, des messages, mais que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a rien à reprocher. Qui était nul et un mauvais vainqueur, et que c'est pas cool parce qu'on n'a pas eu notre duel, et qu'à part ça, il n'y a rien à retenir. Moi, je trouve ça fou de dire ça. Moi, j'ai beaucoup lu ça. Ah ouais? J'ai beaucoup lu ça. Ouais, mais c'est normal sur le CCHO. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que pendant une semaine, ça va nous tracasser.
mais on oubliera que Van Aert a eu ce problème-là et on retiendra que la victoire de Van Der Poel parce que c'est toujours comme ça. Bah, j'ose espérer en tout cas. Bon, voilà, Van Der Poel qui en accroche une nouvelle de monument, donc bravo à lui. Après, effectivement, il y en a deux autres et c'est là que ça devient compliqué. En dossard rouge, qui est-ce que vous choisissez? Je vais vous quitter là-dessus, mais je donne mon avis si vous voulez avant de partir. Vas-y. J'attendais une réponse, Polo, il attendait religieusement Ah ouais, que je donne les noms. J'attends la réponse. Excusez-moi. Alors moi, j'hésitais entre Degenkolb et Van Aert. J'avais très envie de mettre Degenkolb pour la cruauté de sa chute. Mais je vais finir par mettre Van Aert après la discussion qu'on vient d'avoir. Ça me fait pencher du côté de Van Aert parce que Degenkolb, on va pas lui en vouloir, on va pas lui faire de reproches et on se rappellera qu'il a fait une belle course. Alors que Van Aert, il va se manger une tonne de remarques sur le fait que Van Der Poel a désormais plus de monuments que lui, qu'il a encore passé une campagne de Flandrienne sans gagner sur le Tour des Flandres et sur Roubaix. Et pour Van Aert, il va le traîner comme un boulet. Donc c'est lui mon dossard rouge parce que je trouve que malheureusement, il y a une sorte de malédiction un petit peu là, entre les fois où il doit déclarer forfait à cause du Covid, les fois où il a une crevaison à 15 bornes, etc. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Donc c'est lui mon dossard rouge. Ok, Robin. Bon, du coup, je te laisse filer. Ouais, je vous laisse débattre de tout ça. Je vais vous mettre sur le Bluetooth de la voiture pour écouter la fin de l'émission, les gars. Allez. Ciao, Robin. Bisous, Robin. Allez, ciao, les gars. Ciao. Ouais, Polo, du coup, il a mis, qui tu mets, toi, en dossard rouge? En dossard rouge, bon, il met Wout van Aert pour des raisons qui m'échappent un peu, parce que voilà, qui gagne pas de monument, etc., c'est triste, mais bon, allez, c'est quoi, je l'accepte parce que je vois le côté un peu triste pour le Woods, et même moi qui suis pas son plus grand fan, enfin en tout cas dans ce duel avec Mathieu Van Der Poel, j'ai vraiment pris parti pour le néerlandais. Même moi, ça commence à m'ennuyer de voir que Wout van Aert se dirige lentement mais sûrement vers un palmarès qui n'est pas à la hauteur, ou qui ne sera pas à la hauteur du talent qu'il a et du coureur qu'il est. Notamment avec cette absence de résultats sur les monuments flandriens. Ça me pose un vrai problème et j'espère qu'il le réglera assez rapidement. Moi, mon dossard rouge, ce sera John Degenkolb, alors qui méritait la voiture balai la semaine dernière pour leur coup bizarre sur le Tour des Flandres, mais qui là cette semaine a été héroïque, a couru de manière fantastique. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, lui qui a déjà gagné la course, qui sait très bien ce qu'il faut mettre comme ingrédient pour gagner Paris-Roubaix. Il était en train de les mettre, ces ingrédients, et quand Van Der Poel attaque, alors je ne sais plus si c'est dans Mont-Saint-Pével ou si c'est le secteur juste avant, mais c'est lui qui est dans la roue et il suit avec une facilité. Le secteur juste avant, c'est le secteur juste avant. Il suit avec une facilité où à un moment je me dis, merde, quoi, ce gars-là va concourir pour la victoire, c'est pas possible. On était encore loin de l'arrivée, mais mine de rien, à 20-15 bandes de l'arrivée, il est encore en course pour aller jouer la victoire et on ne saura jamais. Il était très très bien placé dans le carrefour de l'Arbre. Il pouvait voir les attaques venir et finalement tu ne sauras jamais ce qui aurait pu en advenir. Et quand on voit sa détresse à la fin de la course, réconforté par Philipsen et par Mathieu Van Der Poel, ça rajoute encore plus au côté terrible de la course qu'il vient de vivre, l'Allemand. Donc c'est un peu frustrant. Parce que j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu donner, à l'image d'un Wout van Aert, finalement. J'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu donner s'il n'avait pas eu cette chute, quoi. Ouais. Alors, je suis assez d'accord. Degenkolb et le truc en plus, tu vois, sur Roubaix, il y en a toujours un qui s'immisce dans le top 10, un ou deux, où tu te dis, waouh, la belle histoire, quoi. Maintenant, je valide vos deux choix. Les deux méritent le dossard rouge. Après, il y a un petit côté tristesse, que ce soit pour Van Aert et Degenkolb qui sont victimes un peu de Paris-Roubaix et de ses aléas. Il y en a un, c'est une chute. L'autre, c'est une crevaison. Bon, c'est vraiment la faute à pas de chance. Après, franchement, je trouve que Jasper Philipsen, en plus de permettre vraiment à Van Der Poel de gagner,
fait de son côté pour lui-même une course incroyable. Il signe pour les années à venir. Il est en retard sur la première attaque en fait, de l'accélération des Jumbo. Il va reboucher 40 secondes alors avec l'aide du train Pipo Ganna, mais il fait un premier gros effort. Ensuite, il crève. Il est présent, il roule pour Van Der Poel comme un chien parce que Vermeersch, au final, à 60 km de l'arrivée environ, il commence vraiment à grincer des dents. Et c'est lui qui inflige un tempo et qui empêche vraiment la porte de rentrer. Alors avec l'aide de Van Der Poel, bien sûr, mais il fait un énorme boulot. Derrière, il crève. Quand il crève, il revient avec une facilité. Bon, ça roule pas tambour battant devant, mais quand même, la manière avec laquelle il est revenu, ça m'a étonné. Et je me suis dit, bon, il est en forme. Et puis sur l'arrivée, il arrive quand même à aller chercher une deuxième place à 25 ans. Orsatelli, Philipsen, je le vois vraiment comme le mec annuel qui fait une énorme course, mais qui ne fera plus rien à Roubaix. Écoute, peut-être. Franchement, je sais pas. Mais là, tu vois, il signe, quoi. Et ouais, j'ai envie de le mettre. Donc, on va mettre un petit sondage. Ouais, mais ça se tient. Après, Philipsen, il a gagné cette semaine, donc est-ce qu'on peut le mettre en dossard rouge? C'est toute la question, Joseph. Ah ouais, mais Non, mais je t'embête. Mais tu as tout à fait raison. T'as raison. Moi, souvenez-vous, ce que j'avais dit la semaine dernière sur les antennes de Winamax, quand on en parlait avec Tamerlan, je vous ai dit, Philipsen, il a le profil pour peser sur les pavés. Il va avoir un rôle parce qu'il va devoir aider le favori de la course à gagner cette course. Et en plus, il est en pleine confiance parce qu'il vient de gagner chez Pedrich ou je ne sais plus exactement comment on le dit. On va le dire comme ça. Je pense que les Belges vont devenir fous quand ils vont entendre ça. Mais voilà, de là à le voir aussi fort, vraiment, j'étais à des années-lumière d'imaginer ça parce que, comme tu l'as bien dit, sondage. moi, je pense que si Pedersen court pour lui, bon, alors peut-être que les scénarios de course auraient été différents, mais déjà, il travaille moins. Il travaille moins, donc peut-être plus une capacité de résistance sur la fin de course. C'est assez impressionnant, mais je suis pas non plus, je suis surpris de jusqu'où il a pu aller, mais je suis pas surpris de le voir peser sur les pavés comme il a pu le faire ce dimanche. Donc à voir pour la suite. Je pense pas que ce soit un one and done comme le disait Orsatelli. Après, à voir dans quel rôle aussi. Ces routiers sprinters, plus sprinters que routiers. Est-ce qu'on leur donne les coups des franches pour surtout dans une équipe comme celle-là pour performer sur les Flandriennes? Ce sera à voir. Alors évidemment, on nous dit qu'il vient de la même ville que Tom Boonen. C'est vrai. Mais tout le monde n'est pas Tom Boonen et Philipsen est encore jeune certes, mais on commence un peu à voir son profil. Est-ce qu'il fait partie de ces profils capables de remporter un monument flandrien? Eh ben, écoute, on verra. On verra déjà dès l'année prochaine. On verra les objectifs qu'on lui donne, des objectifs autres que des courses à remporter au sprint. Ce sera intéressant de voir. Et il y a quelques autres noms, alors que le sondage, pour le moment, vous êtes chaud sur Degenkolb, en tout cas, les amis. Polo, pour le moment, tu es en train de gagner. Allez-y, votez, vous avez juste à aller en haut du chat, les amis. Degenkolb, c'est la belle histoire de Degenkolb. C'est un peu le côté un peu romantique, vélo romantique. De toute façon, à Paris-Roubaix, la corde sensible est toujours très utilisée parce qu'il y a toujours c'est une course qui magnifie des coureurs et qui en détruit d'autres. Et tous les ans, tu as le même scénario. Et cette année, on a encore notre lot de tout ça. Il y a quelques autres noms. Excuse-moi de t'emmerder, Joseph. Hein. Non, ça va bugger un peu, je pense. Il y a eu un laps de temps, à mon avis. Ah, ok. Ouais, t'inquiète. J'entends. Je suis tout à fait intéressé. J'ai complètement entendu ce que tu as dit. Je disais, il y a quelques autres noms aussi qui. Voilà, on a eu un lac sur Polo, nous dit Orsatelli, pour te prouver que ce n'est pas moi. Enfin, que ça vient peut-être de chez moi, mais que je t'écoute. Il y a eu aussi quelques noms. Max Walscheid aussi a même tenté de sortir un moment. Il fait une belle course aussi et il a montré le maillot du côté de la Cofidis. Donc ça, c'était plutôt cool de le voir à ce niveau-là, Max Walscheid. Le premier français, c'est Christophe Laporte qui finit 10e. Qui méritait mieux, hein. Il avait des jambes de feu. Ça aussi, c'est terrible. On referme après le dossier de Jumbo-Visma, mais la poisse qu'ils ont sur cette course. Et je pense qu'il va peut-être falloir quand même commencer à chercher un peu plus loin que le manque de chance. C'est pas possible ce qui se passe pour la Jumbo-Visma ces dernières années sur Paris-Roubaix.
Quand tu Il y a vois, peu d'infos sur leur bah, matos, c'est sur leur. Alors, crevaison il y sur avait le crevaison. système, il y avait leur système qu'ils ont mis en Laporte. place. Mais Laporte, Je sais l'année pas si dernière, c'est il un crève, il rapport. crève, il crève 2 fois ou 3 fois. Dites-moi dans le chat si je dis une bêtise. Cette année, il recrève au même endroit, je crois, si je dis pas de bêtises. Van Aert, pareil. Après, en plus, tu as les chutes avec Dylan Van Baarle qui s'est pris Ah ouais. un gadin terrible. Ah, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est que dû à la malchance? Moi, j'ai quand même pensé j'ai quand même pensé à, surtout quand je vois le nombre de crevaisons, à me dire qu'il n'y a pas que ça. C'est pas possible, quoi. Ça ne peut pas être que de la malchance. C'est quand même Ah, je suis assez assez d'accord. terrible. Mais bon, après, voilà, c'est ça qui est dur, c'est que nous, on peut pas savoir. Philippe Gilbert dit quand même que quand Van Aert attaque dans le carrefour de l'Arbre, donc en fin de course, il dit il a quand même attaqué très fort les pavés, de front pour certains, qu'il n'a pas vraiment pris une trajectoire réfléchie. Tu vois, je suis quand même les avis de Philippe Gilbert, qui s'y connaît un minimum. Mais Et c'est que très voilà, il y a intéressant. C'est c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a vraiment attaqué les pavés, pas forcément de la même manière, et de les attaquer vraiment haut de pavé, et que des fois, c'est peut-être pas la meilleure des idées. mais ça prend vraiment du sens ce qu'il dit, parce que quand tu vois la gueule des pavés, vraiment, moi, c'est la chose qui m'a le plus choqué en allant sur place ce week-end. Tu te dis, mais même en scoot, mes pneus, ils prendraient des coups monstrueux. Moi, je roule en scooter dans la vie de tous les jours. Je me dis, mais mon scoot ne passe pas sur ces pavés-là. Il faut que j'y aille à vitesse réduite parce que si j'y vais plein pot, mes pneus vont éclater, quoi. Alors, t'imagines des pneus de vélo. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça, dans la manière, comme le dit Philippe Gilbert, la manière d'aborder les pavés, la manière d'esquiver les endroits dangereux, dans le ressenti, la manière de les anticiper aussi. Moi, quand je vois les trajectoires prises par Van Der Poel, parce qu'il lui aussi, il met de l'agressivité. Mais tu vois, parfois, il sort un peu plus large. Alors peut-être que parfois, il décide pas trop d'où est-ce qu'il sort, tellement il va vite. Mais sur certains virages, ils sont un peu plus larges. Il passe par les bas-côtés, il passe par l'herbe. Tu vois, c'est des petites choses comme ça que peut-être Wout van Aert continue d'apprendre. Mais bon, si c'est que ça, c'est de l'expérience. Et l'expérience, tôt ou tard, ça va payer. Il n'y a rien encore de fini pour Van Aert. Il a encore pour moi 5, 6, 7 bonnes années pour aller chercher la victoire sur Paris-Roubaix. Voilà, s'il continue d'être dans l'apprentissage. 10 sur le Euh, théorème de Genkolb. 10 sur le terrain de Degenkolb et j'allais dire sur le théorème Valverde, il en a encore Voilà. plus, mais bon, là on irait un peu trop loin. Ouais. Il a pression, le type de pneu, le fait de rouler tubeless ou pas, Alpecin n'a jamais crevé. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas crevé après avoir les tubeless. Je sais qu'il y a un Jaiko ou un Israël en début de course qui était dans l'échappée, qui est en tubeless et qui crève. Donc à voir. Après, nous, voilà, on le dit, on le redit. Encore une fois, avec Paul, on n'a pas la réponse à pourquoi est-ce qu'ils crèvent autant les jumbo. On soulève juste la question et avec une déclat de Philippe Gilbert qui n'est pas n'importe qui et Et, qui dit qu'il n'y a pas qu'une histoire de chance. et Donc voilà. Matteo Reo qui nous dit justement, il faut y aller plein popole, et ça, c'est très possible. Pour le coup, je pense que dans ces cas-là, le pire, c'est d'avoir un peu le cul entre deux chaises. C'est soit d'y aller mollo, non, Ibsen a crevé, soit bah oui. d'y aller à moitié. Tu vois, il faut soit tu t'engages, soit tu te concentres à esquiver les petits passages, mais Mm. tu peux pas y aller à moitié. Et donc, c'est peut-être une raison. Après, j'ai jamais roulé sur les pavés. J'ai jamais roulé à 600, 700 watts sur des pavés. Donc, pour le coup, on va faire confiance à Philippe C'est Gilbert. clair. Il saura mieux que nous deux et mieux que tout le monde. Mieux que tout le monde dans le chat aussi. Un dernier truc sur cette course, Joseph, et sur les favoris, Ouais. c'est de dire un truc qu'on avait dit dans la preview qu'on a faite sur Winamax vendredi dernier. C'est que voilà, il y a un monde en termes de niveau, et on l'a vu aujourd'hui, même si finalement il y a eu des beaux accessibles, des belles places d'honneur, je trouve qu'il y a un monde énorme entre Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert qui n'était pas à 100%, et le reste. Mathieu Van Der Poel était annoncé ultra favori à 100%. Wout Van Aert avait eu des chutes, il avait un peu mal au genou. Au Tour des Flandres, il avait aussi eu des galères, donc on se disait, bon, bah, Van Der Poel sera plus fort que Van Aert, etc.
Van Der Poel, par la force des choses, l'a été, mais bon, on ne saura jamais. Mais surtout, ce qu'on peut conclure, c'est que voilà, tant que ces deux-là, auxquels tu peux rajouter, et tu rajouteras sûrement Pogacar dans les prochaines années, quand ils concourent sur une Flandrienne, et ben, tu concours déjà presque pour la 4e place, la place du con, si les gens devant n'ont pas de problème technique. Donc voilà, je pense que la conclusion qu'on peut se dire, c'est que ces deux-là sont des monstres, des immenses monstres du vélo, et que voilà, il faut en profiter parce que ça ne durera pas, et que on a la chance de voir de nos yeux vus, que ce soit à la télé ou au bord de la route, des légendes en devenir du cyclisme. Voilà. Et encore une fois, avec Paul et avec Robin, on n'est pas les derniers pour dire quand il y a des trucs à dire, à parler de tout ce que vous voulez, de cétone, de watts, tout ça. Mais on va pas se répéter à chaque émission à dire attention, faut prendre des pincettes avec ces trucs. Non, mais c'est Voilà, ça. on le Il sait, faut on en est profiter. conscient, mais juste on va pas faire les Ça- rabat-joie à chaque émission, quoi. Au bout d'un moment, ça devient chiant. c'est- Et puis on continue à lire les enquêtes, à s'informer sur tout le boulot qui est fait, à poser des questions en interne aussi, on n'hésite pas. Mais voilà, quand faut le dire, mais on va pas le dire à toutes les émissions, sinon au bout d'un moment, ça. Non, mais puis c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc on verra. Peut-être qu'on aura des mauvaises surprises dans 10 ans avec certains de ces coureurs qui ont volé des monuments, des courses, des grands tours à d'autres coureurs qui les méritaient plus. Mais ça paraît, de toute façon, si on rentre dans ces débats-là, tant qu'on n'a pas de preuves et qu'on n'a pas de trucs, on est sur de la spéculation, voire de la diffamation. Donc gardons-nous de ça et profitons surtout de la chance qu'on a, des magnifiques duels qu'on a, parce que c'est chiant. Oui, certes, quand un coureur domine tout et qu'on peut rien faire contre lui, et que les courses manquent de suspense et d'intérêt. Là, je viens d'assister à deux monuments extraordinaires. Même le troisième, on peut le rajouter avec le Milan-San Remo qui était fantastique. Voilà, moi, c'est de cette manière-là que j'ai envie de le vivre. Après, on verra pour la suite. On n'est pas, De on n'est pas dans mémoire, la petite tête de ces gens-là. vous avez déjà vu des coureurs aussi fantastiques. Globalement, j'adore les coureurs de notre époque. Bah, après, tu reviens dans les années 2010 sur Paris-Roubaix, c'était Boonen, Cancellara. Les deux se faisaient la guerre. Pas forcément au même moment, mais il y a des éditions sur lesquelles tu arrivais à avoir une vraie confrontation. Et puis après, Cancellara a gagné. Enfin voilà, c'était à l'un, à l'autre. Voilà, il y a toujours des fois, enfin pas toujours, mais des fois, il y a des périodes sur lesquelles tu as des coureurs au-dessus des autres. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas toujours avoir un suspense parfait avec des mecs qui se tirent la bourre tout le temps. Mais bon, pas d'accord sur le dénouement de Paris-Roubaix, ce fut pas le meilleur. Mais je pense que On n'a Loïc, pas dit que c'était personne le dit que c'était meilleur. le meilleur. Non. Et certainement pas moi, encore une fois. Moi, je dis que c'est pas le meilleur, mais il y a un gap entre dire c'est pas le meilleur et dire ouais, c'était nul, on n'a pas eu le droit Oui. à notre duel entre les deux. Je suis Moi, j'ai désolé, c'est préféré. tellement chier sur la victoire de Van Der Poel que de dire ça, je suis pas d'accord, quoi. Moi, j'ai préféré la victoire de Sagan, j'ai préféré la victoire de Gilbert, même la victoire de Colbrelli, je l'ai Clairement. préférée au niveau des scénarios. Mais voilà, c'était surtout ce qui est intéressant, c'est de voir les grands duels de ce sport. Là, on l'a eu à moitié, c'est un peu dommage. Et pour finir, comme dit Renaud, par rapport à la comparaison, chaque année, chaque décennie, il y a ces grands coureurs sur les Flandriennes, et de manière globale sur les classiques, et de manière encore plus globale dans le cyclisme. L'idée, là, aujourd'hui, c'est pas de comparer les airs. J'avais que le mot era en tête, Joseph, tellement je suis un Américain. Mais vu qu'on parle beaucoup de ça aussi en NBA, Ouais, c'est clair. comparer les airs, etc., c'est très compliqué. C'est très compliqué, voire trop compliqué. Pas le même matos, pas la même période, pas la même manière de courir, pas les mêmes avancées technologiques, les ci, les ça. C'est toujours pareil. Profitons de ce qu'on vit. On est contemporain en tout cas, nous, Joseph, de très belles générations en cyclisme, notamment sur les courses d'un jour. Voilà, pourvu que ça dure, et c'est bien parti pour durer, j'ai l'impression. On termine avec la voiture balai, Polo. Pas la plus facile parce que, je sais pas toi, mais moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment des mecs qui sont passés totalement à côté Non, de leur édition. il y en a, enfin, on va dire qu'il n'y a qu'une équipe. Tout le monde a réussi à placer ses Et qui n'a coureurs vraiment pas eu là de où ils chance. voulaient y être. Euh, Voilà, ouais. Soudal, je résume juste avant, Polo. Ah, La tu vois, tu Soudal. savais déjà ce que Non, mais j'allais dire. C'est que tu y as c'est pour ça. pensé. Ouais, mais parce que c'est vrai qu'ils peuvent être cités. Juste, je rappelle factuellement ce qui leur est arrivé.
Casper Asgreen, il est tombé 2 fois, chaîne et plus une chaîne brisée. Ballerini, il est tombé. Van Lambrecht, il est tombé. Sénéchal, il a crevé 2 fois. Bon, alors lui, il est poursuivi par un homme avec une faucille. Yves Lampart, qui lui aussi a chuté. Ça fait quand même beaucoup. Après, bon voilà, faut tenir debout sur le vélo. Paris-Roubaix, c'est ça qui est cruel. Je ne sais pas s'il y en a un à sortir plus que les autres. Asgreen, comme le dit, c'est là. Asgreen doit prendre pour les autres par la force des choses. Alors certes, il a vraiment pas de chance. Il prend sur la trouée d'Arambert, il prend une énorme branlée Avec Fred Wright aussi. avec Fred Wright Et Van Barle. et Van Barle, ouais. Putain, on a oublié de dire que Van Barle. Casper Asgreen qui fait un très bon Tour des Flandres, arrivé quand même avec un statut d'outsider intéressant en tant que leader, en tant que personne qui a déjà gagné un monument flandrien, leader de son équipe qui est la Soudal Quick-Step, qui avait une équipe, quand même une belle équipe. Moi, voilà, je suis constamment déçu de Florian Sénéchal. Je suis déçu. Je l'en veux pas à lui, mais enfin, voilà, ça doit être sa course, la course pour laquelle il a été recruté, que ce soit en équipier de luxe, voire même de leader de son équipe. Pareil pour Lampard qui sur les monuments n'arrive pas à passer un cap. Casper Asgreen, il en a déjà gagné un sur Paris-Roubaix, je pense que ça lui convient quand même, mine de rien, un peu moins. Il a joué aussi de malchance, mais tout ça, comme j'en parlais tout à l'heure, rentre dans un espèce de cercle infernal pour la Soudal Quick-Step qui n'arrive pas à s'en sortir et ça pose des questions, notamment sur la direction que veut prendre cette équipe, sur le recrutement. Ça fait 3 ans que les gros coups que font la Quick-Step sur le marché des transferts, c'est des grimpeurs ou des profils de course par étape capables d'aider un Remco Evenepoel. Je pense à Jan Hirt cette année, je pense à Van Wilder il y a 2 ou 3 ans. Je pense à ce type de profil-là. Mais par contre, sur les classiques, tu n'as pas fait un gros coup. Les gros coups, ils sont faits chez UAE, ils sont faits chez Jumbo, ils sont même faits chez Ineos, qui est en train de se monter une belle équipe, même si voilà, ça ne sourit pas encore pour eux. Quand tu as du Ben Turner, du Magnus Sheffield, du Pipo Ganna, du Tom Pidcock, voilà, tu te fais quand même une très belle équipe. Et aujourd'hui, voilà, Quick-Step, qui était peut-être la meilleure équipe du monde sur les courses d'un jour, il y a 3-4 ans, est aujourd'hui même pas sur le podium. Alors tu peux discuter, Jumbo-Visma, Team UAE, Ineos. Le fait est que c'est des coureurs qui gagnent des courses, qui gagnent des Flandriennes, et la Quick-Step n'a plus gagné une classique depuis Kjørn Busenkur l'année dernière, et c'était au sprint avec Jacobsen. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour une équipe dont c'est l'essence même. Mais après, encore une fois, moi, c'est mon parti pris. Si le parti pris justement de la Quick-Step, c'est de se développer vers un pôle plus orienté course par étape, et voilà, le terrain, ce sera Remco Evenepoel. Il a gagné la Vuelta, il va faire le Giro là face à une forte adversité. Si la Quick-Step gagne le Giro, et voilà, tu pourras te dire que cette équipe est en train peut-être d'amorcer un virage et qu'il faudra peut-être moins les attendre sur les courses d'un jour. C'est assez incroyable de dire ça, nous qui avons toujours connu, qui sommes vraiment des contemporains de la Mapei et de la Quick-Step, de se dire que ça va devenir une équipe de grand tour. Ce sera assez fou. Il n'y a pas eu de noms qui ont popé autre que sur la Soudal. Il y a les AG2R qui font pas une grande course. Excuse-moi, juste si je peux rajouter un mini truc, alors ça tu viens de le dire, la Quick-Step qui va arriver quand même avec de grosses équipes sur les Ardennaises. Et ce sera quand même intéressant à suivre, avec notamment le leader, enfin le vainqueur du Liège-Bastogne-Liège sortant. Voilà, tout n'est pas perdu aussi pour les classiques côté Quick-Step. On va attendre la fin des Ardennes. Non, complètement. Après, les Flandriennes sont ratées. Je vous avais mis un sondage. Est-ce qu'ils ont fait oui ou non une mauvaise course pour vous, malgré tout ce qu'on a dit et toutes les chutes et les crevaisons? Vous dites quand même oui à 75%. Il n'y a pas d'autres noms qu'on popé. Donc voilà, on va mettre les Soudal dans la voiture balai pour cette semaine, en attendant de voir du coup les Ardennaises.